Hello les potos, vous vous êtes toujours demandé comment vivaient les créatures légendaires? Alors, on va regarder tout ça ensemble. En avant! Comme je vous l'avais un peu dit dans l'intro, on se retrouve donc avec le film En avant, tout droit sorti des studios de Pixar. Alors, le film a été réalisé par Dan Scanlon, hein. Dan Scanlon, il n'a pas une longue filmographie en tant que réalisateur. Cela dit, il connaît déjà les studios Pixar, puisqu'il a réalisé Monstre Academy, et il a réalisé le court-métrage tiré de l'univers Cars, Martin et les Lumières Fantômes. Pour les doubleurs, alors pour Ian Lightfoot, le personnage, c'est Thomas Soliveres qui s'en est chargé. Alors Thomas Soliveres, il a déjà une bonne filmographie pour son jeune âge. Il est apparu dans Mon Poussin, il est apparu dans Sale Gosse et il a apparu aussi dans les aventures de Spirou et Fantasio en 2018. C'est la version live de Spirou et Fantasio. Je savais même pas qu'il était sorti ce film, pour être très honnête. Il n'a pas dû avoir beaucoup de succès, mais enfin bref. Voilà. Ensuite, pour le deuxième personnage, Barley Lightfoot, c'est Pio Marmaille qui s'en est chargé. Alors Pio Marmaille, on le connaît surtout pour les films Nos Futurs, pour Chaos ou même dans Je promets d'être sage. La dernière doubleuse, et là on a affaire à une pointure dans le milieu, il s'agit de Mike Dara qui double la Manticore. Alors Mike Dara, peut-être ça vous dit rien de nom comme ça, et pourtant c'est une des plus grandes doubleuses. Elle a par exemple été la voix de Monica dans Friends, elle est la voix officielle en France de Whoopi Goldberg, et elle est aussi la voix connue de Francine dans American Dad. Donc voilà pour les doubleurs, on passe maintenant à l'intro du film. En fait, on se retrouve dans un monde imaginaire où, avant, il y a des siècles passés, ce monde imaginaire était peuplé d'aventuriers, de magiciens. Il y avait voilà, des aventures, des quêtes extraordinaires pour découvrir des pierres précieuses, des reliques et tout ça. Et tout à coup, la technologie est arrivée et a facilité l'accès, entre guillemets, à la magie. Puisqu'en fait, par exemple, la magie était très compliquée à l'époque à utiliser, donc les gens qui n'y arrivaient pas, ils pouvaient faire de la lumière sans magie, avec les ampoules. Et au fur et à mesure, la technologie s'est imposée, et la magie a disparu. Les héros ont disparu, les aventures ont disparu. On se retrouve donc dans un monde imaginaire où tout ça n'existe plus, dans la famille Lightfoot, où il y a Abigail, la maman, Ian, le petit frère, Barley, le grand frère. Et le jour du 16e anniversaire de Yann, la maman décide d'offrir aux deux garçons un cadeau, une relique que le père a donné, a légué à ses enfants, à ses deux fils, juste avant qu'il décède. La mère, le jour de ses ans, décide donc d'offrir cette relique et il s'avère que c'est un bâton magique. Et grâce à ce bâton magique, les deux frères vont se rendre compte que celui-ci va pouvoir réaliser leur plus grand rêve. Ils vont donc mener une aventure qui va leur permettre de réaliser ce rêve si cher à eux. Je vous dis pas quel rêve c'est, mais voilà l'intro. Ok, donc ça c'est fait, on parle maintenant à la critique. Je commence bien évidemment avec Thomas Oliveres, qui fait vraiment le personnage principal, Ian Lightfoot. Alors, il fait hyper bien son taf. Moi, à partir du moment où un doubleur, ou en tout cas le travail de doublage me permet de m'attacher, ou d'être attendri, ou de détester un personnage, c'est que le doubleur fait son taf. Jusqu'à là, en tout cas, Thomas Oliveres, il a fait le job. Mais en revanche, il y a un tout petit reproche que je ferais à Thomas Oliveres, et c'est même pas de sa faute en plus, c'est que voilà, c'est la voix. Je trouve qu'il a une voix un petit peu la voix de Peter Parker dans les Marvel, vraiment cette voix d'un peu d'adolescent, un peu avec une voix d'adulte. Et maintenant, j'ai l'impression que dans les séries, dans les films, dès qu'un gars a 16 ans, il a forcément une voix un peu grave, mais en même temps avec une tonalité, ou en tout cas une certaine insécurité dans sa voix. Voilà, il y a toujours cette voix. Et cette voix, j'ai l'impression, en fait, le problème, c'est qu'elle a aucune caractéristique particulière qui fait qu'on la reconnaît entre mille voix. Et c'est pour ça que je dis que Thomas Oliveres, c'est plus un comédien à l'écran que réellement un doubleur. Je trouve qu'il a pas une voix si particulière pour être doubleur. Mais attention, il a fait un très bon travail, hein. Il double très très bien Yann Lightfoot. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Pio Marmaille. Alors, Pio Marmaille, ce que je kiffe, c'est qu'il double dans ce film un gars qui doit avoir une vingtaine d'années, donc Barley a une vingtaine d'années approximativement.
Sachant que Pio Marmaille a en réalité 35 ans. Et ce que je kiffe, c'est que là, on voit vraiment la performance de comédien et d'interprète et de doubleur de Pio Marmaille, puisqu'il arrive à choper les gimmicks vocales des jeunes de 20 ans, il arrive à choper le vocabulaire, tout ça en restant bien évidemment pas vulgaire, pas de gros mots et tout ça. Et du coup, je trouve que le personnage de Barlet était presque même plus attachant que Yann. Et voilà, je trouve que c'est sûr, il n'a pas une voix caractéristique ou particulière, mais on voit que là, c'est un vrai comédien, c'est un vrai acteur, c'est un vrai interprète. Il est excellent. Et franchement, j'aurais jamais cru que. Enfin, derrière, quand on voit Barlet en version française, on n'imagine jamais que c'est un gars de 35 ans qui le double, quoi. Il fait un excellent travail. Ensuite, la dernière, bon, Mike Dara, pardon, qui fait la Manticore. Voilà, là, elle fait plus la voix de Whoopi Goldberg, plus que voilà, Monica et Francine sont des voix plus aiguës, là, elle prend une voix beaucoup plus grave. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en version américaine, c'est Octavia Spencer qui double la Manticore. Donc je sais pas pourquoi elle est partie sur Whoopi Goldberg, mais toujours est-il que je pense qu'elle s'adapte déjà à l'âge d'Octavia Spencer. Et deux, c'est vrai que quand elle part en comique comme ça, un peu dessin animé, comme Shenzi dans Le Roi Lion version dessin animé, elle prend toujours la voix de Whoopi Goldberg. Et voilà, moi la voix de Whoopi Goldberg, c'est une de mes Madeleines de Proust. C'est Whoopi, c'était quand j'étais gamin, voilà, c'était une de mes actrices favorites dans Sister Act, Ghost, Corina. Enfin, je pourrais sortir tous les films de Whoopi, je kiffe cette actrice. Et voilà, le fait de la entendre et de l'avoir aussi bien interprété la Manticore, elle est toujours aussi drôle. Après tant d'années de doublage, elle est toujours aussi talentueuse. Voilà, j'ai kiffé le personnage de la Manticore et Mike Dara a encore fait un travail monstrueux, quoi. C'est une des plus grandes doubleuses du cinéma français, honnêtement. Donc voilà, doublage en général très très bon. On passe maintenant au graphisme et à l'animation. Alors graphisme. Ce film, je vais d'abord commencer avec le négatif parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et vraiment, quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'il y a vraiment deux éléments qui m'ont un petit peu marqué. Et c'était pas non plus le truc dégueulasse, quoi. Première chose qui m'a un peu choqué ou frappé, c'est vraiment la saturation des couleurs. Je trouve que le film était super saturé dans les couleurs. Dans le sens où le vert c'est vert, le bleu c'est bleu, le rouge c'est rouge pétant, vraiment brillant, quoi. Et c'est très marqué, paf, paf. Ça m'a un petit peu dérangé. Après, je pense que c'était un parti pris de Dan Scanlon de vouloir avoir cet effet pour ce côté vraiment magique et imaginaire. Je trouve que c'était un peu violent, je trouve que ça manquait un peu de nuance. Par exemple, si on prend là-haut, ou je sais pas, Toy Story, ne serait-ce que cela, c'est des nuances de couleurs plus fondues, plus pâles, qui paraissent plus. Voilà, la palette de couleurs est beaucoup plus large. Ici, c'est vraiment pas, c'est très fort. Ça m'a un petit peu dérangé, mais vraiment un tout petit peu, c'est pas non plus le truc qui m'a dégoûté, quoi. Et la deuxième chose, et c'est là où on voit qu'un travail d'animateur, en tout cas de graphiste, animateur, tout ça, c'est très difficile, c'est qu'on voit quand ils s'inspirent d'éléments réels, par exemple, je dis une connerie, mais un coucher de soleil, c'est super bien fait, le fondu, la lumière, comme elle tape, elle reflète sur un océan et tout. On a presque l'impression du réel. Et quand il s'agit de faire, par exemple, j'ai une connerie, hein, mais de la végétation qui n'existe pas, de la recréer, on voit que c'est imaginé, que c'est de l'animation. Et c'est là où, quand on voit ces deux comparaisons, quand on compare ce qu'il y a les deux dans le film, alors ce côté très réaliste et ce côté très imaginé, on voit la différence. Mais ça reste un travail graphique, on va en parler, d'ailleurs on va y passer à ça, absolument bluffant. Les Pixar sont vraiment les meilleurs, sont très loin devant n'importe quel studio, même les studios Disney qui ont, si on compare par exemple La Reine des Neiges 2 et en avant, mais ils sont tellement au-dessus. Le travail de la peau, les petites imperfections de la peau de près, le tissu d'une chemise un peu, vous savez, les chemises de bûcheron, voilà, cette espèce un peu coton, avec les petits poils, mais c'est impressionnant les détails qu'il y a dans un Pixar au niveau graphique, c'est bestial. Pareil, la peau de Yann et de Barley, ou de Bigale, leur maman, c'est vraiment, il y a des fondus, des rouges bien placés, bien incrustés. Ils sont monstrueux, quoi. Ils sont tellement devant tous les autres. Voilà, je trouve que c'est une des. Les studios Disney ont vraiment eu raison d'acquérir les studios Pixar parce que ils sont vraiment tellement en avance sur tout par rapport aux films d'animation. Enfin voilà. Par rapport à l'animation, on va y arriver. Donc l'animation des personnages, pareil, il n'y a pas une erreur. Mouvements super bien décomposés. Deuxième chose que je kiffe aussi, c'est que ça reste des mouvements très, j'appelle ça un peu manga, mais en tout cas très exagérés quand il court, c'est très exagéré pour garder ce côté dynamique. Et pourtant,
ils pensent toujours à insérer des petits gestes réalistes. Par exemple, il parle, hop, il va se gratter pendant qu'il parle, hop, il va, je sais pas, enlever un truc sur son œil. Alors que ça n'apporte rien en soi à la scène ou au dialogue, mais c'est le côté de dire, voilà, c'est réaliste. On passe tous à un moment donné de temps à, je sais pas, à tirer la langue, à se gratter un coup, et voilà, ça mélangé avec le côté cartoon, voilà, c'est un film d'animation où les détails sont... J'avais déjà dit dans Toy Story 4, je le redis maintenant, Pixar, ils ont le souci du détail, mais pour tout, tant dans le graphisme que dans l'animation. C'est vraiment pour moi le meilleur studio de très loin, ils sont très loin devant n'importe quel autre studio d'animation. Donc sur ce film-là, à part les deux petits points négatifs que je vous ai cités, c'est vraiment top de chez top. Le scénario. Alors, moi j'ai trouvé que c'était un des scénarios les plus beaux, en tout cas les plus fournis et les plus fouillés des films Pixar. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le film retrace ou se base énormément sur la vie privée du réalisateur, donc de Dan Scanlon. Il a repris sa vie à lui et il l'a transposé dans ce film, dans un monde imaginaire et tout ça, c'est clair. Mais le fond, c'est voilà, c'est inspiré de sa vie. Et ça se voit tellement, ne serait-ce que par les thèmes abordés dans le film. On parle de l'adolescence, de la difficulté de l'adolescence, la difficulté de se faire des amis par exemple. Euh, le deuil, le fait de rechercher ses racines, le fait de se rendre compte qu'au final, bah, tout ce qu'on cherchait, bah, on l'a déjà. C'est des thèmes hyper profonds, mais qui l'amènent dans ce film de manière tellement facile pour tout le public, pour les adultes, pour les enfants, et bon, personnellement qui me touchent parce que c'est des thèmes qui sont ultra réalistes, et c'est pas des... À la fin, en plus, la morale n'est pas complètement cucuneux, ouais, c'est une morale, hey, tout le monde s'aime. Non, il y a vraiment une recherche de moralité qui est tellement réaliste et encore une fois, on voit que c'est basé sur la vie de quelqu'un et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bestial. C'était déjà dans Coco, c'était déjà comme ça. Et ici, il nous a fait le même, enfin, Dan Scanlon nous fait ce coup-là et vraiment au niveau du scénario, il n'y a rien à dire. C'est impeccable. Les thèmes abordés dans ce film sont super bien amenés et super bien traités. C'est impeccable. Deuxième chose, alors peut-être le côté un peu négatif. Ici, des personnages secondaires, il y en a, comme par exemple la Manticore, mais il y en a très peu. C'est pas comme dans Mille et une pattes, par exemple, de chez Pixar, voilà, on avait toute la troupe, on avait Marcel, on avait Heimlich, on avait Atta, on avait Couette, on avait plein de personnages que je m'en souviens comme ça, où ils étaient vraiment marquants. Ici, à part Barley, Yann et la Manticore, oui, il y a d'autres personnages secondaires, mais ils sont pas aussi marquants. Alors, c'est d'un côté c'est dommage, parce que du coup on perd en personnages, en qualité des personnages secondaires. Mais en revanche, encore une fois, je trouve ça bestial parce que Dan Scanlon a dit ouais, peut-être que j'enlève de la matière à ce niveau-là, mais par contre j'en rajoute dans la relation entre Yann et Barley. Et pareil, il va traiter cette relation tout le long du film, c'est ça la base du film, c'est la relation entre ces deux frères. Et c'est juste, ouah, c'est franchement, j'en ai même, franchement, limite, j'en ai encore des frissons tellement j'ai trouvé que c'est super bien traité, que c'est tellement touchant. Et même nous, ça nous, enfin, pour un film d'animation, de nous rendre compte, enfin, que ça nous fasse réfléchir de manière super légère comme ça. Encore une fois, je trouve ça vraiment bestial. Et j'ai l'impression que Pixar, plus ils avancent dans le temps, et plus ils évoluent, et plus ils traitent des sujets sérieux, vraiment sérieux, sans morale à la con à la fin. Et voilà, je trouve que c'est un studio qui est vraiment, dans son ensemble, vraiment parfait, tant comme je vous dis, dans l'animation, dans le graphisme, dans les thèmes abordés, dans comment raconter les histoires. Ce film est scénaristiquement proprissime, incroyable, génial. J'ai surkiffé quoi. La BO. Alors, la musique, c'est sûr qu'on n'est pas dans du Disney, comédie musicale, chanter, tout ça. Donc du coup, ici, les musiques sont très bonnes. Elles sont très présentes, mais encore une fois, c'est un film d'animation, faut pas l'oublier, c'est normal. Il faut que les actions soient toujours soutenues pour donner ce côté, encore une fois, très dynamique. Après, c'est sûr que c'est pas la musique que vous allez siffler en sortant du cinoche, quoi. C'est clair que ce sera pas ça, parce que c'est des musiques, mais voilà. Mais c'est des musiques au moment où vous regardez le film, elles passent super bien. Elles sont au niveau du volume, c'est hyper bien dosé à chaque fois. Les morceaux, on voit qu'ils sont très bien composés derrière. On sent qu'il y a des bons compositeurs derrière. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, c'est super propre. C'est super propre. Franchement. Donc voilà pour la BO, je peux pas dire plus à part dire que c'est génial, quoi. Là, donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Honnêtement, je suis en train de me dire presque, il est dans mon top 3 de chez Pixar.
En avant. J'hésite encore, mais je trouve que c'est un tellement bon film. Voilà, je trouve il est presque adulte et en même temps, il amène de l'humour, énormément d'humour pour rendre ça plus léger avec les gamins. Mais en tant qu'adulte, on voit ça d'une autre manière. Je trouve qu'il est absolument brillant, ce film. Il est beau à regarder. Tu t'emmerdes jamais devant ce film. T'es touché, mais tout le temps. Tu ris tout le temps. C'est un film. Il y a des références à la pop culture. Il y a des références à toute la partie un peu héroïco-fantasy. Oh, je sais pas. Moi, si je vous conseille vraiment, alors pour le coup, d'aller voir un film cette semaine, allez voir En Avant, mais sans réfléchir, avec qui vous voulez, avec vos gamins, avec vos copines, copains, vos potes, avec votre chien, votre chat, on s'en fout, avec vos rats, avec ce que vous voulez. Mais ne ratez pas ce film au cinéma, parce qu'il est vraiment génialissime. C'est une tuerie monumentale. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma critique pour En Avant. J'espère que vous avez aimé la critique, pardon. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire, hein. Vous vous abonnez à ma chaîne et vous n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi taper d'un petit coup de baguette magique sur le pouce bleu et partager la vidéo avec vos proches. Petite nouveauté, vous pouvez aussi retrouver dans la description de la vidéo un lien Utip. Alors si vous voulez aider ma chaîne à évoluer sans avoir à déverser le moindre sou, vous allez voir dans YouTube, il y a des petites pages publicitaires qui vous permettront par la suite, une fois les avoir vues, de m'aider à faire évoluer la chaîne. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Comme vous savez, il n'y a pas de spoil pour les films d'animation. Mais cela dit, en attendant, prenez soin de vous et bye bye.